qui va prendre la parole sur le traitement des fractures de l'enfant avec la technique ECMES, l'embrochage centromédulaire élastique stable, avec l'expérience considérable qu'il a pu acquérir à ce sujet, puisque c'est à Nancy que cette technique a été mise au point. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers maîtres, chers collègues et amis, c'est avec plaisir que je vous montre cette diapositive, puisque je suis donc parti à Genève il y a 2 ans et demi. Et dans cette ville, quand on accueille les nouveaux professeurs, on leur demande la leçon inaugurale, qui en tout cas dans beaucoup de nos universités a disparu, en tout cas à Nancy. Et j'avais choisi comme thème l'élasticité au profit des enfants. Et c'est vrai que pour un orthopédiste, travailler avec du mou, c'est quand même pas habituel. Alors c'est pas du mou, c'est élastique, c'est quand même du métal. Et on va voir de quoi il s'agit. Alors, le conflit d'intérêt, je pense qu'il n'y en a pas assez, mais je ne sais pas si c'est la tradition chez vous. Bref. La technique, ça s'appelle donc un embrochage centromédulaire, c'est donc à l'intérieur du canal médulaire, c'est élastique et stable, les Américains ils préfèrent le mot de flexible, intramedullary nailing, et ce concept a été décrit à Nancy par Jean-Paul Métézeau, Jean-Noël Ligier et leur patron Jean Prévost, et c'est une technique chirurgicale qui est d'une élégance extrême, puisqu'on continue dans le mini-invasif, puisque il suffit de faire 2 incisions en bas au niveau du fémur, ici, pour introduire ces broches après avoir fait un trou dans l'os. Et puis, on va monter les broches à l'intérieur de l'os. Bien sûr, il y a peu de perte sanguine, voire pas de perte sanguine, pas d'immobilisation plâtrée, ça dure 1 heure maximum. Surtout, on respecte la biologie osseuse. Certes, c'est un animal, mais vous voyez qu'on a un cal externe, comme dans un traitement conservateur. On a même de l'ossification le long du trajet des broches. Et puis, ça respecte surtout les physes, les plaques de croissance, que ce soit au-dessus et en dessous. Alors pour ceux qui ne sont pas bien avertis, il est important de comprendre les principes. Comment 2 broches peuvent faire tenir un os? Eh bien, par rapport au clou tout droit et de petit diamètre de type roche d'autrefois qui ne tenait rien du tout, l'originalité a été de dire on va introduire 2 broches extrêmement cintrées à l'intérieur de l'os. Bien sûr, elles vont se resserrer à l'intérieur de l'os, mais elles vont garder leur mémoire et s'écarter si on fait bien attention à ce que le maximum du ventre soit au niveau du foyer de fracture, que ces broches se croisent au-dessus et en dessous. Et c'est un petit peu comme un alpiniste qui monte dans une cheminée. Finalement, il tient et il continue à monter. Et vous le voyez sur cet exemple ici, vous voyez un montage comme ça, et puis l'enfant, ça bouge, et bien ça bouge, mais ça revient au départ, et ça bouge dans l'autre sens, et ça revient. Et tout ça, ça va favoriser l'apparition du cal externe, du cal normal. Alors cette méthode a été mise au point au départ pour les fractures diaphysaires des os longs, le fémur, le tibia, l'humérus, les 2 os de l'avant-bras avec un clou dans chaque os. Et puis après, on a eu l'idée de l'utiliser, puisqu'on avait la voie d'abord et l'outillage, sur des fractures métaphysaires. Et c'est sûr que sur l'humérus, vous allez dire c'est une copie du actal, tout à fait, avec ses petites variantes. La fracture supracondylienne, c'était tout à fait original. Et le talent et l'intelligence de Jean-Paul Métézeau a été d'éviter les abords chirurgicaux du coude dans les fractures du col radial, en faisant cette incision ici, montant la broche, et comme un bilboquet, aller chercher la tête radiale. Alors on a longtemps cru que c'était une première nancéenne, on était très fiers, jusqu'au jour où un de nos amis nous a dit « Mais attendez, les Espagnols à Séville, en 1977, avaient publié ce travail dans une petite gazette locale. » J'ai eu contact avec ces gens qui ont abandonné cette méthode. Vous voyez comme quoi finalement l'innovation ne paie pas toujours. Et donc cette diapositive vient du dernier congrès de la Sofcote avec Jean-Paul Métézeau au milieu. Et vous allez dire pourquoi je suis là. Moi, je suis là parce que j'ai eu la chance d'apprendre auprès de Jean-Paul. Et puis surtout, très rapidement, Jean-Paul a quitté le CHU de Nancy en 1984. Et depuis cette époque, j'ai enseigné cette méthode ici et ailleurs. Alors quand on étudie une méthode, c'est vrai qu'on n'a pas eu le savoir-faire de l'enseigner parfaitement, on avait cette intuition et pour nous c'était facile. Et la littérature, très rapidement, nous faisait des chiffres absolument invraisemblables de complications. Et il a fallu retravailler sur les complications et c'est vrai qu'apprendre à éviter les complications, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Des choses comme des détails
C'est vrai que ne pas savoir terminer cette intervention en laissant des broches trop longues, recourbées ici, qui vont irriter la peau, c'est un petit peu débile. Il y a des techniques pour l'éviter, de savoir les couper avec ces coupe-broches mousse, et puis surtout de ne pas les laisser trop saillantes, en sachant qu'il faut les laisser un peu dépasser si vous voulez les enlever. Le respect de la biomécanique, cet exemple est assez extraordinaire. Vous voyez qu'il y a un varus, mais si vous regardez par rapport au schéma de tout à l'heure, vous voyez une broche qui va en dedans, puis une autre qui a été tournée pour aller en dedans aussi, donc c'est logique qu'on ait un varus. Il suffisait simplement de ressortir cette broche, la remonter dans le bon sens, et vous voyez que vous avez un résultat tout à fait élégant. Et alors, on a décrit, mais il a fallu surtout, pour que les Américains l'acceptent, la fameuse loi des 40%. Quand vous voyez ça, c'est pas brillant. Alors certains sont des petits déplacements, mais d'autres sont absolument intolérables. Et vous voyez que ce qu'on appelle le ratio, c'est-à-dire que si vous mesurez le diamètre du canal médulaire et vous le comparez au diamètre des broches, eh bien vous voyez qu'ici, chaque broche mesure 30%, fait 3 mm sur un diamètre de 10 mm par exemple, et c'est insuffisamment stable. Alors des fois, ça tient, des fois, ça peut marcher, mais des fois, on a ces résultats qui sont tout à fait anormaux. Et puis, vous voyez aussi des papiers qui vous parlent de non-consolidation, voire de retard de consolidation. Mais là aussi, vous voyez que le ratio est très faible. Ce diamètre ne respecte pas les 40%. Et donc, sur une série de cas consécutifs, il a fallu, vous savez ce que c'est que la science, le démontrer en particulier aux Américains. Et on s'est rendu compte qu'avec cette courbe ROC, que tous les patients qui avaient un montage correct et qui avaient un ratio supérieur à 40%, n'avaient ni retard de consolidation, ni petit déplacement ou, on va dire, calvicieux. Et qu'en revanche, ceux qui étaient en dessous de ce seuil, certains avaient un bon résultat, mais d'autres avaient cette déformation. Donc c'est devenu la règle d'or, et si on l'applique, on n'aura pas de souci. Une autre complication est celle de la fracture itérative des deux os de l'avant-bras. Vous savez que les deux os de l'avant-bras sont des fractures particulières chez l'enfant. Même après un traitement par plâtre, 6 à 10% recassent dans l'année suivante. Et là, au début de notre expérience, on retirait les broches beaucoup trop tôt, à 3 mois, et pof, ça recassait dans un certain pourcentage de cas, 6%, comme après traitement conservateur. Et depuis cette époque, 1987, on a gardé ces broches au moins 6 mois. Et vous voyez que sur 300 cas, un seul, on a le droit de ne pas avoir de chance de temps en temps, a recassé, mais c'était tout à fait différent. Et puis la littérature, qui veut aussi toujours condamner les méthodes, a accusé cette technique de syndrome de Loge. En fait, quand vous la lisez attentivement, vous vous rendez compte que premièrement, les observations sur l'avant-bras, ce sont des chirurgiens qui ont passé 2 heures avant de terminer l'opération, c'est-à-dire que c'est eux qui ont manipulé l'avant-bras et qui ont fait le syndrome de Loge. Et puis dans certains tibias, il y a manifestement des fractures comminutives. J'allais dire, le syndrome de Loge est inscrit dans le traumatisme et n'a rien à voir avec la technique. Ceci étant, lorsque cette technique à foyer fermé échoue, on n'arrive pas à réduire, et ça arrive quand même dans un certain pourcentage de cas, la revue prospective à la Softcode, c'était 13,8% des cas. Si au bout de 20 minutes, on n'arrive pas à réduire et à passer la broche à foyer fermé, on a le droit de faire un petit abord chirurgical. Autre complication, dans certaines fractures basses qui ne sont pas une bonne indication, si vous passez par voie latérale, il faut passer par voie postéromédiale. Et là, vous avez le paquet des tendons, et en particulier le long extenseur du pouce. Et c'est sûr que si votre broche est trop courte, elle va irriter ce long extenseur, et la littérature a publié quelques ruptures. Alors aujourd'hui, j'allais dire 35 ans après, eh bien, je crois qu'on peut être très fier de cette diapositive, car l'American Academy a recommandé de façon définitive, enfin définitive peut-être pas, mais officielle, que cette méthode était la méthode recommandée pour les fractures diaphysaires du fémur entre 5 et 11 ans. Alors vous allez dire, avant, les plus petits, ils sont toujours accessibles au traitement conservateur, les plus âgés, on peut quand même utiliser cette méthode si on sait bien la faire. Vous voyez, ce patient avait 100 kg, un petit canal, donc le ratio de 40% était respecté. Certes, c'était une fracture transverse, mais pourquoi pas? Mais on va dire que plutôt que le poids, c'est vraiment le diamètre médulaire. Lorsqu'il est plus gros, il faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, on a développé des clous centromédulaires verrouillés, non pas à travers de la fossette qui était responsable de nécrose de la tête fémorale, mais au travers du grand trochanter. Quant à l'âge minima, c'est sûr qu'en dessous de 5 ans, on peut très bien utiliser cette méthode, en particulier dans des polytraumatisés. Au niveau de l'avant-bras,
Je crois que ce n'est pas la peine de perdre son temps. Il n'y a aucune indication pour les plaques vissées sur les deux os de l'avant-bras chez l'enfant. En tout cas, en France, ça a disparu de l'arsenal depuis longtemps. Il y a encore des gens qui le font, et à chaque fois, ils concluent en disant « il y a trop de complications, il faut changer de méthode ». Et la méthode, c'est bien évidemment cette ostéosynthèse à foyer fermé. Et donc, elle est tellement belle, j'allais dire, parce qu'il est impossible, à partir du moment où vous avez réussi à mettre vos deux clous à l'intérieur, d'avoir un calvicieux. Si en fin d'intervention, vous faites une pronation complète, une supination complète, vous avez le full range of motion, vous avez la mobilité complète qui est disponible. Et sur cette fracture qui met quand même 3 mois à consolider dans un plâtre, eh bien, c'est permettre à ces jeunes, non pas de repartir au sport trop vite, mais au moins d'avoir des activités ou de pouvoir écrire quand c'est le côté dominant ou de faire des instruments de musique, des choses comme ça. Et de plus en plus, on a des indications qui sont chirurgicales. En particulier, vous pensez bien qu'avant les vacances, ils préfèrent aller se baigner que garder un plâtre. Quant au tibia, c'est peut-être la plus difficile à réaliser. Pourquoi ? Parce que le tibia a un diamètre très large. Dès l'âge de 10 ans, on a un diamètre qui est supérieur à 10 mm. On ne peut pas mettre un clou au travers de la tubérosité tibiale car elle est en croissance et on risque un genou récurvatum. Et donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir peut-être embrocher la fibula, mais définitivement, cette méthode a quand même plus d'avantages que le fixateur externe. Je dirais que dans ces indications, au-delà de 10 mm, il ne faut certainement pas. Et au-dessous de 10 mm, effectivement, on a beaucoup d'indications. Restent des localisations un petit peu plus rarissimes, car le traitement conservateur marche encore. Mais bien évidemment, cette méthode au niveau de l'humérus est tout à fait efficace, tout comme au niveau du col de l'humérus, et tout comme cette fracture ici de la tête radiale. Vous voyez Jean-Paul Métézeau, la première fois, a poussé cette broche dans cette tête radiale. Il a piqué la tête radiale. Il a retourné la broche, la tête radiale était insuffisamment réduite, il a descendu la broche un petit peu, il a retourné la broche dans l'autre sens, il a repiqué la tête radiale, il a tourné, et on a une réduction anatomique. Aucun abord, et bien évidemment 0% de nécrose chirurgicale. Et cette méthode, très critiquée au départ, avec beaucoup de difficultés d'acceptation, est comme devenue dans le monde entier le golden standard. Alors, quand on regarde les fractures de l'enfant, quand vous avez un service d'urgence qui accueille les enfants, vous voyez que c'est à peu près le ratio, ça c'était l'enquête de la Sofcote il y a une dizaine d'années qui montrait cette incidence de fractures d'enfants par an. La plupart des cas, c'est de la bobologie, et la moitié vont passer au bloc opératoire pour un traitement conservateur, l'autre moitié pour une ostéosynthèse, et vous voyez que dans notre département, la grande majorité était traitée de cette façon. Alors j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de résidents du monde entier venir et ça a fait tache d'huile et c'est vrai que les cours que l'on a fait, qui ont commencé en 85, au début c'était la Lorraine, puis la France, la Suisse, la Belgique, puis l'Allemagne, puis l'Europe, puis l'Asie, puis le monde entier. Et une question que m'ont posé beaucoup de résidents de certains pays qui n'ont pas la chance d'avoir la fluoroscopie au bloc opératoire me disaient mais on ne peut pas faire ça. Eh bien, dans le livre que j'ai rédigé avec mon équipe, on a fait un chapitre justement pour ces gens-là, pour dire qu'ils avaient tout à fait l'autorisation de faire un mini-abord, de passer leur broche à foyer fermé, et puis d'avoir d'aussi bons résultats que nous. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais dans la minute qu'il me reste, il y a une deuxième histoire de cette méthode, c'est l'application à certaines tumeurs osseuses, comme l'armement d'un kyste osseux qui ne veut pas guérir, comme par exemple certaines ostéogenèses imparfaites où le canal médulaire est trop petit pour mettre certains clous à allongement. Et vous voyez que cet embrochage coulissant est tout à fait différent puisqu'il traverse délibérément les physes. Et regardez, ça grandit, ça grandit. Voilà, c'est sûr qu'on aurait dû changer les broches, ça a recassé. Et puis surtout, la troisième histoire qui est absolument merveilleuse, car l'allongement que vous connaissez par fixateur externe, qu'il soit du Lizarov ou d'autres, grâce à mon ami Dimitri Popkov, eh bien, il a eu l'idée, en venant à Nancy, d'associer les deux méthodes. Et quand vous associez les deux méthodes avec des broches qui sont plus fines, eh bien, ça vous permet quoi ? Ça vous permet de retirer votre fixateur externe bien plus tôt que sans. Prenez cet exemple de correction complexe, peu importe. Vous voyez qu'en 4 mois, 65 mm d'allongement, l'index de consolidation est à 18,5 jours. Normalement, il est dans les bonnes séries 30 jours, c'est-à-dire qu'on a gagné 20%
25% de temps en moins. Et quand on regarde les localisations les unes après les autres, ça veut dire que vous pouvez dire aux parents, votre enfant ne va pas garder le fixateur 6 mois, mais il va le garder 4 mois. Et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux, car vous savez que les complications, c'est à la fin de ces mois que ça survient. Je vous remercie donc, et je crois que c'est surtout l'école de Nancy dans sa totalité qu'il faut remercier et que je porte aujourd'hui devant vous. Merci. C'est Vincent Cunin qui est chargé de discuter. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je ne vais pas beaucoup pouvoir discuter. On a bien sûr de la traumato au même niveau partout en France. Je vois qu'il y a des pays du monde entier qui viennent apprendre la technique. Peut-être que nous, on ne va pas assez vous voir aussi pour apprendre la technique, parce qu'on se rend compte malgré tout que c'est une technique qui est assez demandeuse et pas toujours évident d'avoir des belles radiographies comme on a vu dans cet exposé. Donc c'est une technique qui paraît simple comme ça, de mettre en place ces deux broches, mais il faut les mettre en place de façon idéale, de façon à ce que le ventre soit bien en regard du fouet de fracture, et c'est pas toujours si évident. Donc avant de venir vous voir pour apprendre bien tous ces secrets, je vais déjà vous poser quelques questions d'emblée. Sur l'élasticité des clous, on a l'impression que des fois on perd cette élasticité au fur et à mesure qu'on monte le clou, on perd le cintrage. Et est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être d'utiliser un jour qui fait ce bruit-là, un autre matériau, peut-être, je sais pas, le nitinol, c'est peut-être pas assez puissant, c'est très très élastique, mais peut-être probablement pas assez puissant au même diamètre. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser des broches avec une élasticité plus importante? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique de la perte du cintrage au fur et à mesure de l'ascension de la broche? Ensuite, qu'est-ce que vous pensez aussi de ces nouvelles broches, je crois développées aussi, mais par Jean Damien, avec une section angulaire qui permet d'avoir une meilleure prise de la broche et éviter qu'elle tourne dans la poignée américaine, ce qui pose aussi parfois quelques problèmes. Et puis bon, vous l'avez dit, les tibias, c'est vrai qu'on a quand même tendance à être le plus possible orthopédique parce qu'on rencontre souvent de grosses difficultés avec l'embrochage au niveau du tibia. Au niveau du fémur, c'est les grandes fractures obliques longues où on est parfois un petit peu déçu sur la stabilité post-opératoire et on a aussi parfois été obligé de mettre en place un plâtre PDP pendant au moins quelques semaines. Est-ce que vous avez une expérience différente à ce niveau-là? Je crois que j'en ai à peu près tout pour toutes les questions que... Ouais, pareil, l'expérience à l'étranger, est-ce que vous avez l'impression qu'ils utilisent vraiment exactement la même méthode ou est-ce que finalement ils galvaudent un petit peu la technique en mettant une, deux, j'ai vu des papiers où ils commencent à mettre 3 broches où on perd finalement l'identité initiale de la technique. Est-ce que c'est cette méthode diffusée maintenant partout dans le monde, on voit des papiers qui sortent partout, est-ce qu'elle est vraiment utilisée dans les règles de l'art comme ça a été décrit initialement? Merci Vincent. Ouais, c'est certain que comme tout ce qui paraît simple, chacun a envie de mettre sa petite pointe de sel et puis de dire moi je mets une 3e broche, une 4e, je les mets à l'envers, par en haut, par en bas, etc. Bon, ce qu'il faut c'est que le résultat soit bon. Après, ce qui est important, c'est quand le résultat n'est pas bon, qu'on comprenne pourquoi il n'est pas bon, qu'on soit capable de faire l'analyse. Et c'est vrai que si on n'a pas compris le point de départ, là, on est un petit peu perdu. Pour répondre à la bagarre du matériau, j'en parle pas parce que bien sûr il y a eu l'acier, bien sûr il y a eu le titane, mais finalement ce qui marche très bien c'est l'acier, c'est la broche des Kirchner à 10 francs 50 on dirait, ou à quelques euros, et que après tout se lancer dans des matériaux sophistiqués n'est peut-être pas, c'était une bataille commerciale de compagnie, mais je n'ai pas envie de dire le débat est clos, c'est sûr qu'avoir un nouveau matériau c'est certainement intéressant, mais ça marche très bien avec l'acier Kirchner. Alors c'est vrai qu'avec des petits diamètres, on les met en place, et puis ça se bloque à l'intérieur du canal, vous tournez votre poignet pour débloquer, vous avancez, puis à la fin vous avez un spaghetti sur la radio absolument horrible, et vous ne maîtrisez plus rien. Bon bah, on enlève la broche, on en met une neuve, je crois que ça il faut le faire, parce qu'il faut garder quelque chose de propre. Quant à l'international, bah, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, moi je passe mon temps dans le monde à faire des conférences, je leur dis voilà, ça c'est le montage. Maintenant, on va avoir les communications, vous allez regarder. Et celui qui dit qu'il a un problème, une complication, bah, s'il a fait un montage différent, il parle d'une autre méthode, donc il a le droit de décrire sa méthode, mais qui ne critique pas la méthode dont il ne fait pas la promotion. Donc ça amuse beaucoup et en général, il n'y a plus de diapos. J'ai répondu? Merci Vincent. Dans la salle. Question dans la salle, là. Et tu comprends, ils utilisent tous cette méthode.
Voilà. Elle est universelle maintenant, comme tu l'as si bien dit. Le point important que dit Pierre Lascombe, c'est qu'il faut faire strictement la méthode, ce qui est d'ailleurs valable pour toutes les méthodes en chirurgie. Et par rapport au papier des promoteurs, les gens veulent toujours faire mieux, diverger, alors que souvent les promoteurs ont quand même bien réfléchi, et c'est le cas de votre école nancéenne, maintenant genevoise. J'ai observé que Genève n'était pas dans les pays où tu avais exporté la méthode, pas encore. Si. Ah, pas Genève, c'était Zurich. Laurent, vas-y. Oui, j'ai un petit commentaire sur le matériau. Il est tout à fait normal de dire que c'est l'acier le meilleur matériau pour faire ça. Voilà, donc j'insiste là-dessus parce que si vous transformez les orthopédistes, généralement oublié que l'acier a des caractéristiques très particulières. Il peut en particulier se tordre en augmentant sa résistance mécanique, ce qui est différent du titane. Du titane, si on le déforme, il va casser. Enfin, il y a pas mal de choses, j'imagine que vous le savez, mais c'est des arguments forts pour dire un bon acier, c'est nettement mieux, d'ailleurs, quels que soient les types d'ostéosynthèse, que des matériaux dits améliorés, titane ou autres. Enfin, c'est un petit commentaire très, très technique. Oui, mais comme vous le savez, quand vous regardez les études sur les travaux de biomécanique, on peut tout démontrer. Et l'acier, on reprochera à l'acier d'avoir justement un petit point de contact à l'intérieur de l'os parce que la courbe est très régulière, alors que la plasticité du titane va faire qu'il va s'écraser et on va avoir plus de longueur de contact. Donc, non mais, je vous suis, la preuve, c'est que... Ah non, mais on veut de l'élastique. On veut de l'élasticité, on veut pas du plastique. Oui, merci.